Bienvenue dans ce tutoriel de Didapage 1.2. Alors nous nous intéresserons ici qu'aux fonctions de base, c'est-à-dire insérer un objet tel qu'une image, un texte, une vidéo ou un son, établir des liens hypertextes entre les pages du livre, et déclencher des actions en fonction du survol ou du clic sur un élément de la page. Ces fonctions sont utilisables par les élèves du cycle 3, voire du cycle 2, après une courte formation. Avant de commencer le livre, il est préférable d'avoir une bonne idée de ce que l'on souhaite. Avec les élèves, il peut être utile de faire une maquette du livre sur papier. Il faut donc avoir réfléchi au contenu de chaque page et avoir produit et sélectionné les médias. Les images doivent être réduites. Une définition de 640 par 480 est bien suffisante. Didapage n'accepte que le format JPG. Si vous rencontrez des soucis avec l'intégration d'images dans le livre, consultez le tutoriel PDF en lien dans la description de cette vidéo. On limitera le nombre de vidéos à 4, des problèmes techniques pouvant apparaître au-delà. Chaque vidéo ne doit pas dépasser une trentaine de secondes. Et elles doivent être au format Flash FLV. Vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vers des logiciels simples de conversion de vidéos. Les sons, quant à eux, doivent être au format MP3. D'une façon générale, la taille de l'ensemble des images, des vidéos et des sons du livre doit se situer autour de 30 mégas pour assurer un bon fonctionnement du livre. La formation des élèves ne nécessite qu'une séance en général. Lors de cette séance, l'enseignant ou un intervenant, qui peut être le formateur TIS de circonscription, fait une présentation d'une quinzaine de minutes de la logique de Didapage et présente les fonctions de base. Ensuite, les élèves manipulent librement le logiciel pendant 30 à 40 minutes avec des médias que vous leur aurez préparés. Didapage est disponible sur le site de l'éditeur didasystem.com à la rubrique Nos logiciels. Attention, sur le site, deux versions existent. La version 1 gratuite, qui nous intéresse ici, et la version 2 qui est payante. À l'ouverture du logiciel, la page d'accueil suivante s'affiche. Nous allons démarrer un nouveau projet. Par la suite, pour retrouver le projet commencé, vous cliquerez sur Poursuivre un projet existant. Ici, remplissez les informations relatives à votre livre. Seul le nom du projet, qui correspond au nom du dossier de votre futur livre, est indispensable. Le titre du livre et les auteurs seront affichés sur la couverture du livre. Indiquez ici le nombre de pages de votre livre. Définissez un nombre un peu supérieur à celui prévu au cas où. Vous pourrez revenir à ce menu par la suite pour réduire ce nombre afin de supprimer les pages non utilisées en fin de votre livre. Puis, vous choisissez l'aspect de votre livre et cliquez sur Créer. Vous ouvrez le livre par un clic sur la couverture. Vous tournez les pages par un clic sur le numéro de page. Alors, intéressons-nous au menu. Le menu Projet. Paramètres vous permet de revenir à la page de configuration du livre. Médias permet de gérer les images, les sons et les vidéos. Nous y reviendrons. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre projet via ce bouton. Nous trouvons ici ensuite le bouton pour imprimer, ici pour activer ou désactiver l'animation des pages. Ici les classiques boutons pour annuler ou rétablir une modification. Et au-dessus de chaque page, nous trouvons un menu identique. Le bouton Éditer va nous permettre de créer la page. Ici, nous avons les boutons Insérer, Couper, Copier, Coller et Supprimer la page. Attention, ces boutons ne changent pas le nombre de pages fixées dans le menu Préférences. Si bien que, si l'on insère une page au milieu du livre, c'est la dernière page du livre qui va disparaître.
Alors sur l'autre menu, nous retrouvons une option marque-page pour mettre un marque-page qui apparaît sur le côté du livre et permet une navigation plus rapide entre les chapitres. Ici, nous avons le bouton quand notre livre sera finalisé pour qu'il soit lu. Et ici, le bouton pour réduire la fenêtre. Et là, pour fermer le programme. Avant de commencer le livre, nous devons indiquer à Didapage quels sont les médias que nous allons utiliser. Pour cela, nous allons dans le menu Projet, puis Médias. Donc ici, on va choisir les images, les sons, les vidéos que nous allons utiliser dans le livre. Je clique sur Images. Je choisis une première image. Je vérifie que le nom est bien explicite. Et j'importe. Et je fais de même pour toutes les images que je vais utiliser dans mon livre. Pareil pour les sons ou pour les vidéos. Je clique sur Retour quand j'ai terminé. Les médias ont été importés dans Didapage et les textes ont été tapés au préalable dans un traitement de texte. Nous pouvons maintenant concevoir une première page. Donc nous allons cliquer sur le bouton Éditer au-dessus de la page qui nous intéresse. Un quadrillage apparaît sur celle-ci et le menu d'édition. Nous retrouvons ici des boutons que l'on connaît, donc annuler ici une modification, rétablir une modification, le bouton enregistrer quand on a fini d'éditer la page. Ici nous pouvons gérer la couleur de fond de notre page. Et ici nous retrouvons les éléments que nous allons disposer sur notre page. Les éléments sont numérotés. Nous pouvons mettre jusqu'à 50 éléments sur une page, un élément étant un texte, une zone de texte, une image, une vidéo, un son, etc. Pour notre premier élément, nous allons mettre un titre à la page. Nous allons affecter à cet élément numéro 1 une fonction. Cette fonction est d'afficher un texte. Nous cliquons donc sur Texte. Mon élément 1 est bien un texte. Une boîte apparaît alors sur notre page avec le numéro qui correspond au numéro de l'élément. En prenant la case, en cliquant sur le numéro de cette case, je peux la bouger. Et en cliquant dedans, je peux éditer mon texte. Au-dessus, je sélectionne mon texte, je choisis une police. Une police, non. La police est imposée, mais je peux choisir une taille de police. Vous voyez, j'ai choisi une police de taille 20. On voit que mon titre n'apparaît plus en entier. Donc ici, je vais agrandir le cadre pour que l'ensemble du titre puisse apparaître. Je positionne mon titre. Voilà, mon premier élément a été posé. Et maintenant, je vais faire le deuxième élément, qui va être également un élément texte. Mais cette fois-ci, c'est un texte que j'ai préparé à l'avance sur un traitement de texte. Je reviens sur mon traitement de texte, je sélectionne le texte qui m'intéresse, je copie, je reviens sur Didapage et je colle. Paste en anglais. Là, je vais agrandir un peu le texte. Voilà, mon deuxième élément est fixé. Troisième élément, je veux que ce troisième élément affiche une image. Donc je choisis Image. Mon troisième élément est bien une image. Le cadre numéro 3 apparaît en haut à gauche de la page. Je le place, je le dimensionne déjà grossièrement. Et ensuite, je vais choisir l'image que je vais afficher dans ce cadre. Je vais avoir bien sûr le choix uniquement dans les images que j'ai importées dans Didapage précédemment. Alors pour choisir l'image, je vais cliquer sur la clé à molette.
j'arrive dans les propriétés de mon cadre image. Je peux décider de la position de mon cadre, sa largeur, sa hauteur. Et ici, je choisis le fichier image qui m'intéresse. Donc je n'ai le choix qu'entre deux images, les deux images que j'ai importées au préalable. Je peux jouer sur la transparence. L'image peut être un lien vers une autre page. Donc en cliquant sur cette image, je peux décider qu'elle nous emmène à la page 5. Ici ce n'est pas le cas. Ou je peux choisir que cette image est déplaçable. Et je clique sur OK. Mon image apparaît, je redimensionne mon image. Ma première page est finie. Je peux cliquer sur enregistrer. Nous allons à présent intégrer une vidéo à la page numéro 3. Je clique sur éditer au-dessus de la page numéro 3. Le menu édition apparaît et on va intégrer sur cette page notre vidéo. Donc ce sera l'élément 1. L'élément 1, j'indique que c'est une vidéo. Le cadre apparaît sur la page, toujours en haut à gauche. Je la positionne grossièrement. Comme pour l'image, je vais cliquer sur la clé à molette pour avoir accès aux propriétés de ce cadre vidéo. On retrouve les mêmes fonctions que pour l'image. Ici, je vais choisir le fichier vidéo FLV qui a été précédemment importé dans Didapage. Je n'ai qu'un seul choix. Je peux jouer sur la transparence et je retrouve les mêmes options d'interactivité que pour l'image. Pour l'instant, nous n'affectons aucune interactivité à cette vidéo. Je clique sur OK. Ma vidéo est prête. Je peux cliquer sur enregistrer pour tester déjà, pour voir si elle se déroule bien. C'est bon. Je souhaite à présent que cette vidéo se déclenche à un certain événement. Par exemple, au survol ou au clic d'un mot. Je vais créer une zone de texte où je vais donner les indications au lecteur pour démarrer les vidéos. Voilà, regardez une vidéo en cliquant ici. Alors, ici, je vais le mettre en autre couleur pour que ce soit plus évident pour le lecteur. Maintenant, je vais définir un élément numéro 3 qui sera une zone réactive. Donc une zone qui va réagir à un événement. Je positionne ma zone réactive autour, sur le mot ici. Je fais bien déborder pour que l'utilisation soit facile pour les lecteurs. Je vais cliquer sur la clé à molette. Donc là, je peux donner une couleur de fond ou une couleur de bord à cette zone réactive. Je peux lui donner différentes formes. Là, je vais lui donner une forme d'ellipse. Et ici, je vais lui indiquer quel élément doit apparaître si je survole ou si je clique. Dans notre cas, on veut que ce soit au clic. Et nous souhaitons faire apparaître l'élément numéro 1. Donc j'écris 1 dans la case visibilité liée au clic. Je valide et je vais tout de suite tester. On voit que la vidéo n'apparaît plus. Quand je passe la souris sur la zone réactive, on voit que l'icône du pointeur change. Je clique et la vidéo apparaît. Nous allons voir la différence avec la visibilité liée au survol. Donc j'enlève 1, je remets que je veux que ce soit l'élément 1, donc la vidéo qui apparaisse, et cette fois-ci c'est lié au survol.
J'enregistre. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de cliquer. Dès que je passe la souris sur la zone réactive, la vidéo commence. Mais si le pointeur sort de la zone réactive, la vidéo s'arrête et disparaît. Donc le même principe peut être appliqué à une image, un texte, un son, à n'importe quel objet. J'ai fini de créer la page numéro 3 et j'ai créé une page numéro 4 sur la construction des pyramides. Je vais maintenant revenir à la page numéro 1 pour créer un sommaire. J'édite la page, je crée une première boîte texte avec le mot sommaire. Je crée une deuxième boîte texte qui fera référence à mon premier chapitre sur la présentation des pyramides. Et un troisième élément texte qui va renvoyer à mon deuxième chapitre sur la construction des pyramides. J'en profite pour lui donner la même couleur que les autres pages. Maintenant, je vais affecter une interactivité à ces deux zones de texte. Je vais cliquer sur la clé à molette. Ici, je souhaite qu'en cliquant sur cette zone de texte, le livre nous emmène directement à la page 2. Et pour cette zone de texte-ci, elle doit nous amener à la page numéro 4. Je valide, j'enregistre pour tester mon sommaire interactif. Je clique sur la présentation des pyramides, cela m'amène bien à la page 2, et en cliquant sur la construction des pyramides, cela m'amène bien à la page numéro 4. Voici un exemple de ce qui a été fait avec une classe en utilisant la zone réactive. Là, en passant le curseur de la souris sur les différents titres de chansons, la chanson démarre. Donc ici, une zone réactive a été accolée à chaque titre de chanson, et ces zones réactives font démarrer une chanson. Alors pour que les chansons n'apparaissent pas, ici on a utilisé une petite astuce en cachant les sons derrière une image. C'est l'occasion ici d'aborder la notion de plan. Plus le numéro de mon objet est petit, plus il est en arrière-plan. Plus le nombre de mon cadre est grand, plus il sera en avant-plan. On voit ici que tous les sons des chansons sont compris entre 1 et 8. Et que mon image 10 se trouve donc devant le son, devant les cadres son. Je peux donc cacher ceci avec mon image. J'ai maintenant terminé mon livre. Il est prêt à être lu. Je vais donc le générer. Ditapage m'indique tout d'abord s'il y a des erreurs. Il y aura des erreurs si par exemple il y a des médias que vous n'avez pas utilisés. Dans mon cas, aucune erreur n'est trouvée. Je clique sur Suite. Ici, nous avons un paramétrage dont nous n'avons pas besoin ici. Et je clique sur Générer. Le logiciel me demande à quel endroit générer le livre. Ici, je vais le générer sur le bureau. Je clique sur OK. La génération est achevée. En retournant sur mon bureau, je m'aperçois qu'un dossier avec le nom de mon livre Ditapage est apparu. En l'ouvrant, je m'aperçois qu'il contient
mes médias, les vidéos et les 2 photos, ainsi que 2 fichiers, lecteur SWF et data XML, qui sont propres à notre livre, dont on ne va pas s'occuper, et d'un fichier index.html. C'est ce fichier que vos lecteurs devront activer, double-cliquer, pour lancer le DIDAPAGE. Celui-ci s'ouvre alors dans un navigateur internet. Mais il est possible de s'affranchir du navigateur internet pour afficher notre livre interactif. Pour cela, il va falloir ajouter un fichier exécutable dans le dossier qui a été généré par DIDAPAGE. Maintenant, nous ouvrons le livre interactif en double-cliquant sur ce fichier. Notre livre interactif s'affiche maintenant en plein écran. Ce petit fichier est disponible en téléchargement dans les commentaires de cette vidéo. Pour diffuser votre livre interactif, vous pouvez transmettre ce dossier sur une clé USB, sur un CD-ROM ou par mail si le livre n'est pas trop volumineux. Vous pouvez également facilement l'héberger sur un site web pour qu'il soit consultable en ligne. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'oubliez pas que dans les commentaires se trouve la version PDF de ce tutoriel qui vous permettra d'aller plus loin.